Bonjour, bienvenue dans les interviews du Monde devant soi. 4 mois après le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, signé le 10 octobre 2025, Gaza reste une plaie ouverte. Chaque jour ou presque, des Palestiniens sont tués par l'armée israélienne, souvent le long de la ligne jaune. La ligne jaune, c'est cette frontière interne qui sépare désormais deux zones, l'une sous contrôle israélien, l'autre sous celui du Hamas. Et chaque camp accuse l'autre de violer la trêve. Malgré ces tensions, la mise en œuvre du plan de paix voulu par Donald Trump poursuit sa route laborieusement. La remise du corps du dernier otage israélien, Han Gvili, a marqué le début de sa deuxième phase, mi-janvier, avec la réouverture du poste frontière de Rafah entre Gaza et l'Égypte. Cette deuxième phase du plan a un objectif principal, démilitariser le Hamas et préparer la transition vers une administration civile palestinienne sous la supervision d'un conseil de paix emmené par Donald Trump lui-même. Mais alors que les journalistes n'ont toujours pas accès à l'enclave et que la crise humanitaire reste profonde, une question se pose. Ce processus peut-il réellement ramener la paix ou risque-t-il de figer un nouvel équilibre instable ? On va en parler avec notre invitée, Sarah Daoud, chercheure postdoctorale à Sciences Po Grenoble. Bonjour madame. Bonjour. Vos travaux portent sur le conflit israélo-palestinien et sur la scène politique palestinienne. Vous avez notamment écrit l'article « Les recompositions politiques palestiniennes en contexte de crise » pour la revue Questions internationales l'année dernière. Alors, je le disais, le poste frontière de Rafah a été rouvert. C'était quelque chose de très attendu. En pratique, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Est-ce que des gens peuvent entrer et sortir de l'enclave ? Sous quelles conditions ? Contrôlés par qui ? Alors, en pratique, il y a très peu de personnes qui ont pu évacuer. Les personnes prioritaires sont les blessés. Et les blessés sont sortis jusqu'à présent au compte-gouttes. Et à l'inverse, il y a une vingtaine de personnes maximum qui a été autorisée à retourner dans la bande de Gaza depuis cette réouverture extrêmement partielle et fragile du point de passage de Rafah depuis quelques jours. Est-ce que des marchandises rentrent également, de l'aide humanitaire ? Est-ce qu'on a une idée du volume qui transite ? Sur ce point-là, la question de l'acheminement de l'aide humanitaire, c'est un point qui a été inscrit dans le plan en 20 points dont vous parliez. Effectivement, dans les faits, et c'est bien pour ça, peut-être qu'on y reviendra, que ce plan en 20 points, que moi je ne qualifie pas de plan de paix, reste extrêmement fragile, dans la mesure où sur ce volet humanitaire, justement, il prévoit l'entrée quotidienne d'au moins 600 camions pour approvisionner la population qui, je le rappelle, manque de tout. Et ce point-là n'a pas été véritablement respecté puisque, à l'heure d'aujourd'hui, on compte un peu plus de 200 camions qui entrent dans la bande de Gaza pour approvisionner la population aujourd'hui. Sur ce volet humanitaire, par ailleurs, il y a d'autres points, bien évidemment, qui sont jusqu'à présent laissés en suspens. Je pense notamment aux autorités ou en tout cas aux institutions censées distribuer l'aide sur place, dans la mesure où, comme vous le savez, l'activité de l'UNRWA est extrêmement limitée, voire criminalisée aujourd'hui dans les territoires palestiniens par Israël. Donc voilà, sur ce point-là, la situation pour les Palestiniens dans la bande de Gaza, d'un point de vue humanitaire, ne connaît pas de changement significatif, si ce n'est qu'effectivement les bombardements, et peut-être qu'on y reviendra, puisque sur ce point-là, malgré tout, depuis la mise en place du cessez-le-feu, il y a quand même un certain nombre de victimes civiles, donc on peut dénombrer, mais les bombardements, en tout cas, c'est un des points positifs de ce cessez-le-feu depuis le mois d'octobre, c'est l'arrêt des bombardements massifs dans la bande de Gaza. Alors restons un petit peu sur la situation humanitaire, si vous le voulez bien. Quelle est-elle dans l'enclave actuellement ? Vous nous dites que ça a très peu évolué. Est-ce que c'est toujours aussi dramatique que ce qu'on pouvait voir il y a quelques semaines encore, en termes de destruction, en termes de survie, des gens qui vivent dans des camps de réfugiés ? Est-ce que vous en savez plus sur comment ça se passe sur place ? En termes de destruction, de bombardement, dans les faits, ce cessez-le-feu qui est entré en vigueur en octobre 2025, pour le moment, tient. Il n'y a pas eu de bombardement massif de l'ampleur de ceux qu'on a connus depuis le 7 octobre sur la bande de Gaza. Néanmoins, pour ce qui est de la population, de la situation humanitaire, comme je le disais, la population n'a pas accès à un certain nombre de services essentiels. La bande de Gaza a fait l'objet d'intempéries importantes ces derniers mois également, de pluies notamment importantes. Et donc, pour des populations qui vivent dans des tentes et parfois simplement des abris de fortune, ça a été extrêmement compliqué de faire face. Il y a une vraie pénurie de tentes d'ailleurs.
à tel point que voilà, les personnes sans abri ont beaucoup de mal à se loger. Et puis pour ce qui est des victimes civiles, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, dans les faits, ce plan en 20 points prévoyait un retrait de l'armée israélienne jusqu'à cette ligne jaune que vous évoquez. Dans les faits aujourd'hui, l'armée israélienne occupe un peu plus que la partie qu'elle occupe déjà actuellement. Je rappelle, la ligne jaune, ça représente une occupation d'un peu plus de 50% de la bande de Gaza. Donc, les Palestiniens de Gaza sont concentrés sur une portion extrêmement congrue de territoire. Et dans les faits, l'armée israélienne, dans la pratique, disons, l'armée israélienne étend un peu son occupation un peu plus chaque jour vers l'ouest de cette ligne jaune, à tel point que certaines ONG parlent aujourd'hui d'une ligne orange qui est en train d'être mise en place de façon officieuse, bien évidemment, mais qui pose énormément de problèmes. Ces zones sont des zones d'exception dans lesquelles la plupart des victimes civiles sont dénombrées, puisque dans la mesure où cette ligne orange officieuse n'est pas clairement identifiée ni clairement identifiable, il y a un certain nombre de personnes, de populations qui ont essayé de retourner sur leur terre et qui ont été assassinées par l'armée israélienne dans ces zones-là, qui sont des zones de non-droit. Et donc, si je comprends bien, qui sont des zones militaires encore, alors qu'une des conditions de cette deuxième phase du plan de paix est justement de démilitariser la zone. Le Hamas doit rendre les armes, mais côté israélien aussi, théoriquement, il ne devrait plus y avoir de présence militaire. Cette deuxième phase comprend un certain nombre d'avancées supplémentaires. Donc, vous le disiez, notamment un retrait de l'armée israélienne un peu plus à l'est, donc vers une ligne rouge un peu plus à l'est. Dans la troisième phase, normalement, l'armée israélienne se retire jusqu'à une zone tampon qu'elle conservera avec la bande de Gaza. Cette deuxième phase prévoit aussi la mise en place de structures de gouvernance et de sécurité. Donc, on l'a vu récemment avec la création de ce fameux Board of Peace par l'administration américaine, mais aussi la mise en place du comité de technocrates pour administrer la bande de Gaza, ainsi que d'une force de stabilisation qui, pour l'instant, n'a pas encore vu le jour. Mais effectivement, il y a, comme vous le disiez, comme on le constate sur le terrain, déjà de nombreux obstacles à la réalisation de cette deuxième phase. Et pour ce qui est, on le voit bien avec ce non-respect côté israélien du retrait territorial de la bande de Gaza, on voit bien un manque de volonté. À cela s'ajoute aussi une politique de colonisation et d'annexion des territoires palestiniens en Cisjordanie qui se poursuit depuis la mise en place du cessez-le-feu, voire s'intensifie, puisqu'un certain nombre de lois et de mesures favorables, ou en tout cas favorisant l'annexion des territoires, ont été approuvées encore très récemment. Je pense notamment à début février, ces mesures adoptées par le cabinet sécuritaire. Donc voilà, du côté israélien, la partie israélienne envoie des signaux, en tout cas, qui laissent à penser que effectivement cette phase 2, en tout cas la réalisation de cette phase 2, est semée d'embûches pour le moins. Et puis côté palestinien, on constate un manque de confiance du Hamas vis-à-vis d'Israël au moment du sommet de Sharm el-Sheikh ou en amont du sommet de Sharm el-Sheikh. Le porte-parole du Hamas aujourd'hui, en tout cas qui mène les négociations, Khalil al-Hayya, avait lourdement insisté auprès de l'administration américaine pour avoir des garanties qu'Israël respecterait sa part du traité. Et on le voit aujourd'hui, le retrait de l'armée israélienne est conditionné aujourd'hui par Israël à la démilitarisation du Hamas, ce qui n'était pas forcément prévu dans le plan en 20 points, en sachant que ce plan en 20 points, et c'est bien le problème principal, n'est pas inscrit dans le marbre. En fait, c'est un plan qui est extrêmement ambigu et flou et à dessein, bien évidemment. Et donc, effectivement, le fait de suspendre le retrait de l'armée israélienne à la démilitarisation du Hamas, ça pose un problème considérable puisque le Hamas l'a déjà annoncé et en ce sens soutenu par les autres factions palestiniennes. Il estime qu'il est hors de question aujourd'hui de déposer les armes tant que la colonisation israélienne se poursuit à Gaza, mais aussi dans le reste des territoires palestiniens. Oui, on voit donc qu'il y a des conditions contradictoires en fait entre les deux parties. Israël qui réaffirme une volonté de maintenir ce qu'elle appelle son contrôle sécuritaire et puis le Hamas qui ne veut pas rendre les armes. Est-ce que dans ces conditions, il y a un risque que le statu quo s'installe en fait et que cette situation finalement commence à perdurer dans le temps et qu'on ne puisse pas progresser vers les étapes suivantes ? Alors qu'un statu quo s'installe à minima, c'est probable, d'autant plus avec un point qui va un peu dans ce sens, c'est l'annonce récente par les Émirats arabes unis d'un plan de reconstruction un peu alternatif
et temporaire d'ailleurs, de construction de logements dans le sud de la bande de Gaza, donc à Rafah, dans une zone qui serait libérée de l'emprise du Hamas. Je mets tout ça entre guillemets, bien évidemment, mais donc qui permettrait effectivement que la relocalisation ou en début de reconstruction se fasse, alors même que le Hamas n'aurait pas encore démilitarisé. On voit bien évidemment les problèmes que ça pose. Et puis par ailleurs, un certain nombre d'acteurs, à commencer par l'Égypte, sont contre un tel plan. Mais effectivement, soit l'instauration d'un statu quo de plus ou moins long terme, et à mon avis, pas de long terme, mais plutôt de court, voire moyen terme, disons, ou alors la reprise des offensives israéliennes sur la bande de Gaza, qui est aussi un scénario tout à fait réaliste, oui. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez précédemment vers le début de cet entretien. Pour vous, vous ne qualifiez pas ce plan de paix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, c'est pas un plan de paix dans la mesure où il ne prévoit pas une résolution du conflit israélo-palestinien. C'est un plan qui a été élaboré par des investisseurs immobiliers et dans lequel Gaza est présenté et perçu comme une opportunité d'investissement en réalité. C'était déjà le cas dans ce qu'on a appelé le deal du siècle, qui avait été présenté dans le cadre du premier mandat Trump en l'occurrence, qui présentait aussi voilà, ce développement économique comme étant l'issue au conflit. Or, c'est un plan qui a été élaboré au mépris des revendications des droits historiques des Palestiniens, en particulier leur droit à l'autodétermination. C'est d'autant plus inquiétant que le Conseil de sécurité ait fait sien ce plan en adoptant une résolution en novembre 2025 en ce sens, puisque ça entérine un processus de dépolitisation de la question palestinienne qui est vraiment au cœur de ce plan. Et en ce sens, évacuer complètement la dimension politique ne permettra pas d'instaurer une paix durable, ça c'est évident, d'autant plus que côté israélien, on l'a bien compris, l'ambition éventuellement de recoloniser tout ou partie de la bande de Gaza est encore défendue fortement par certaines franges politiques côté israélien, voire par le gouvernement actuel. Donc voilà, en ce sens, ce plan n'est pas un plan de paix. Et puis on le voit, c'est un plan qui fonctionne par séquençage. Et comme on le constate aujourd'hui, la première séquence s'est achevée avec beaucoup de peine et on a encore du mal à entamer cette deuxième phase. Deuxième phase, alors donc continuons à suivre ce que dit ce texte. Il y a l'autre objectif qui est d'instaurer un gouvernement de transition. Alors vous disiez à l'instant cette volonté de dépolitiser les choses, c'est pour le coup inscrit très clairement puisque Donald Trump dit qu'il faut mettre en place une organisation apolitique et technocratique, donc ne surtout pas que cette question soit politique. On se demande même si c'est possible, en fait, de faire un comité apolitique pour diriger le territoire. Néanmoins, je vous pose la question, puisque vous, dans le cadre de votre thèse, Sarah Daoud, vous avez rencontré des acteurs politiques palestiniens. Est-ce que vous avez une idée de qui pourrait participer à ce gouvernement de transition ? Et si personne dans le cadre tel que voulu par les Américains, quelle autre forme de gouvernance pourrait-on imaginer dans l'enclave gazaoui? Pour ce qui est du comité de technocrates, également appelé donc ce comité pour l'administration de Gaza, effectivement, la création d'un tel comité et sa composition est symptomatique d'une dépolitisation. La légitimité du comité a été reconnue par toutes les factions palestiniennes, malgré le fait que sa composition ait été validée par les administrations américaines et israéliennes. Ce qui est fortement critiqué côté palestinien, c'est le fait que ce comité, en fait, fera essentiellement figure d'exécutant. Il n'a pas de pouvoir de décision dans la bande de Gaza. Il n'a même pas accès à la bande de Gaza pour le moment, puisque Israël a interdit au comité pour le moment l'entrée dans le territoire palestinien. Ses tâches principales, selon l'administration américaine, ce serait de superviser la reconstruction et la distribution de l'aide. Donc en réalité, c'est un comité qui a un mandat humanitaire et qui n'a aucun rôle politique, a priori. Côté palestinien, et puis donc, comme vous le disiez, c'est censé être un comité temporaire jusqu'à ce qu'une autorité palestinienne réformée, en tout cas l'autorité palestinienne ait achevé son processus de réforme, qui doit suivre les injonctions américaines et israéliennes pour se réformer, ça c'est assez évident. Mais donc,
qui est prévu par ce plan en 20 points, mais on ne sait pas très bien à quelle échéance, ce qui rend aussi le retour de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza peu probable selon le plan américain. À l'inverse, les cadres politiques palestiniens, je le disais brièvement au sujet de la démilitarisation du Hamas, essayent à l'inverse de se réorganiser et d'éviter de se retrouver complètement dépossédés de l'avenir politique des territoires. La réaction du côté des politiques palestiniens, ça a toujours été, face à de tels défis, d'essayer de faire front commun. Je pense notamment à l'initiative de reprise des discussions autour de la réconciliation des factions politiques palestiniennes pour essayer de parvenir à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Il y a eu en ce sens, après le 7 octobre notamment, une rencontre à Pékin à l'été 2024 pour essayer de relancer ce processus de réconciliation. Et puis dernièrement, juste après le sommet de Sharm el-Sheikh en octobre 2025, une rencontre de toutes les factions, excepté du Fatah, au Caire, pour justement s'organiser en interne et s'organiser pour pouvoir reprendre le contrôle politique, en tout cas dans la bande de Gaza. Il y a eu ce même processus, ou en tout cas cette même dynamique qui a été engendrée suite à la publication du deal du siècle que j'évoquais, notamment le volet politique en 2020, et suite à la série de traités de normalisation entre Israël et un certain nombre d'États arabes à ce moment-là. Donc les factions palestiniennes, et d'ailleurs il y a consensus, je veux dire, sur la façon dont il faut se réorganiser absolument pour éviter que la question palestinienne soit complètement enterrée. Et à ce sujet, le Hamas, dès décembre 2023, s'était prononcé en faveur d'un retour de l'autorité palestinienne à Gaza pour administrer la bande de Gaza. Le problème, c'est que aucune de ces autorités, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, n'est souveraine et n'a la capacité, on le voit bien, hein, n'a la capacité de décider de son avenir politique. Malgré tout, et encore récemment, je pense notamment aux dernières annonces de Mahmoud Abbas, là, au moment de la réunion du Conseil révolutionnaire du Fatah qui s'est tenue au début du mois, il a affirmé que 2026 serait l'année de la démocratie pour la Palestine. Sous-entendu, on va tout faire pour essayer d'organiser des élections, à commencer par des élections locales, puis des élections du Conseil national palestinien, ce qui devrait permettre d'ouvrir la voie à des élections législatives, puis présidentielles. Mais bien évidemment, ce type d'initiative avait aussi été lancé en 2020-2021 d'ailleurs, et finalement suspendu, puisque Israël refusait que le scrutin se tienne, notamment à Jérusalem-Est. Est-ce que le Hamas serait d'accord avec une telle évolution, à savoir potentiellement laisser la place ? Oui, et encore une fois, comme je le disais, dès décembre 2023, le Hamas se disait prêt à laisser la place, mais pas laisser la place à une autorité, à un Board of Peace international qui viendrait de façon un peu néocoloniale administrer le territoire palestinien et qui n'aurait aux yeux de la population aucune légitimité politique à le faire. Merci beaucoup, merci Sarah Daoud pour cet éclairage sur la deuxième phase très laborieuse et très incertaine du plan de paix pour Gaza de Donald Trump. Je rappelle que vous êtes chercheur postdoctoral à Sciences Po Grenoble et que vous avez signé l'article « Les recompositions politiques palestiniennes en contexte de crise » pour la revue Questions internationales. Merci à vous. Merci. L'interview du Monde devant soi est un podcast de Slate.fr. Production éditoriale, Hélène Decommer et Marie Agassan. Présentation, Hélène Decommer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.